Chaque dernier vendredi du mois, après notre grand tableau de bord des marchés, place au décryptage économique de Michel Remy, économiste associé de SPAC, à mes côtés en plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup, ravi de vous retrouver. Alors le titre que j'ai appliqué à votre chronique ce mois-ci, It's the Demography Stupid, Michel. On parle de démographie avec vous et des liens évidemment et des corrélations directes entre démographie et économie. Pourquoi est-ce qu'on parle de démographie déjà? Parce que tous les pays sont en train de publier leur bilan démographique 2023. La France notamment l'a fait à travers l'INSEE, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a qu'à peu près une quinzaine de jours, la France l'INSEE a sorti certains chiffres de la population française. Certes, la population française a commencé à croître, mais la grande difficulté, c'est qu'il y a une baisse de la fécondité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près 50 000 bébés en moins en 2023 par rapport à 2022. Et donc, c'est autant, on va dire, de forces vives qui risquent de manquer. Et donc, du coup, ça peut impacter parce que c'est une tendance qui vient depuis 4 ans. On a tendance à baisser, quoi. Et il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France qu'en 2023. Avec ces 50 000 nouveaux arrivants nets. Voilà. Nouveaux nés nets. Et c'est ça qui pose ce type de problème. Bon, en quoi est-ce que la démographie est importante pour la question économique? En fait, on le voit, lorsque nous avons une population où les jeunes en âge de travailler, en âge de procréer sont importants, eh bien, la richesse créée est répartie tout au long de la population. Et en plus de ça, avec les naissances, ce qu'il faut bien voir, c'est que cela donne des besoins spécifiques en termes de garde, en termes d'école, en termes d'enseignement. Donc il y a aussi, un impact sociétal sur l'organisation de la société. Et à l'inverse, par contre, quand on a une population qui vieillit, de manière générale, on est moins productif. Et ce qui pose le problème de la croissance potentielle et qui serait en berne, sauf si les jeunes sont un peu plus productifs à l'aide de la technologie ou augmentent leur propre productivité. Donc ça, c'est l'aspect. Et puis en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est avec une population plus âgée, on est donc plus faible, donc on est plus soumis, on va dire, aux aléas de la santé. Et donc il y a tout un aspect sur le long terme de financement sur le long terme. Et donc ça pose ce type de problème à terme, que cela va impacter les finances publiques. Oui, bien sûr. Et puis surtout, de manière générale, on voit que le vieillissement de la population touche beaucoup de paramètres, grandes fonctions économiques, que ce soit la consommation, l'investissement, l'épargne, le chômage, etc. Ce ralentissement de la croissance de la population qu'on observe en France, est-ce qu'on l'observe plus généralement ailleurs ? Et même peut-être dans le monde au global aujourd'hui, Michel? Tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que en 1800, on avait à peu près 1 milliard d'individus sur la planète. Et puis aujourd'hui, on va dire aux alentours de 2020, on était à 8 milliards. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que au cours des 50 dernières années, cette population a doublé. Mais elle continuera à croître jusqu'en 2050 parce qu'il y a un phénomène, ce qu'on appellera d'inertie démographique, ou dans la mesure où il y a encore plus de jeunes en âge de procréer que de personnes âgées qui sont en termes de décédés. Donc oui, c'est ça. L'inertie fait quand même que la population mondiale est encore amenée à croître, avec l'objectif en tout cas, la cible possible de 10 milliards en 2050. Malgré des mastodontes en termes de population comme la Chine, qui ont déjà dépassé, peut-être, le pic de croissance de sa population. Tout à fait. C'est ça a été surprenant puisque en 2022, par exemple, la Chine a perdu 850 000, on va dire, sa population a baissé de 850 000 personnes. C'est la première fois depuis près de 60 ans. Et en même temps, ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il y avait un assouplissement, on va dire, de la politique de l'enfant unique. Mais en même temps, on voit en Europe qu'on est en face de ces mêmes problèmes de la baisse de la population parce que on voit ici ou là, l'Italie, c'est la population la plus âgée, mais il y a aussi l'Allemagne, la Grèce et puis même la France, où on voit que, par exemple, on est à peu près à 22% pour les personnes qui ont 65 ans ou plus, 22% de la population, et une personne sur 10, à peu près 10%, qui ont plus de 75 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment un phénomène de vieillissement de la population. Et c'est ce que vous disiez pour la dimension économique. Alors évidemment, la taille de la population, la croissance, c'est important, mais le phénomène de vieillissement et d'accélération du vieillissement, c'est peut-être ça qui compte le plus aujourd'hui,
Tout à fait, parce que ce qui va se passer, c'est que concrètement, on va travailler au niveau en Europe. Les seniors représentent à peu près une vingtaine de %, et en 2030, on sera une personne sur 3. Donc c'est quand même quelque chose d'important qui peut poser. Alors bien sûr, le vieillissement de la population s'explique par l'espérance de vie, puis en même temps l'arrivée à l'âge à la retraite des baby-boomers, on va dire. Et donc c'est cela qui permet de vieillir. Et ce qu'il faut bien voir maintenant, si on revient au niveau national, en plus du coût de la dette des finances publiques, on va avoir le coût de la réchauffement climatique, de la transition également écologique. Il faudra rajouter le coût social. Donc ça pose un problème en termes de finances publiques et surtout de notre modèle social. Et ça peut poser des problèmes. Et c'est pour ça que la démographie est devenue un peu plus aiguë, le problème un peu plus aigu pour la France, mais également pour les pays développés. Ouais. Dans le vocable des transitions, il y a aussi la transition démographique. Tout à fait. Avec ce vieillissement aujourd'hui de la population générale. Et on le voit, mais on ne met pas en face parce que les pays sont, on va dire, en difficulté financière. Ouais. C'est un sujet qui monte de plus en plus, j'allais dire, au plus haut niveau politique. Comment est-ce qu'on relance la natalité dans nos économies, dans nos pays? J'avais un de vos confrères, d'ailleurs, ancien de la Banque de France, qui me disait, comme parlant de l'enfant unique en Chine, où ils sont passés à 1+, 2 et au-delà, ça ne se dégrade pas. Exactement. C'est comme la croissance ou l'inflation. C'est pas quelqu'un qui vient un jour, vous avez le droit de faire 2 enfants, boum, tout le monde se fait faire 2 enfants. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi est-ce que la natalité recule? Est-ce qu'on a des pistes d'explication un peu solides et pas des arguments résiduels de c'est la fin du monde et on fait plus d'enfants? Non, mais en fait, il y a beaucoup, c'est comme on pète la consommation, il y a un espoir, c'est la confiance. Confiance dans la mesure où beaucoup de... Alors, c'est un faisceau de preuves, hein. Il n'y a pas une seule solution, mais première des choses, il y a, devant les problèmes climatiques, environnementaux, beaucoup de ménages se posent la question de se dire, mais à quoi faire bon lui laisser un monde où il ne sera pas forcément, on va dire, épanoui? En même temps aussi, on s'aperçoit qu'il y a une diminution du nombre des femmes en âge de 25-34 ans. Et donc ça pose aussi ce type de problème. En même temps, d'autant plus que certaines femmes souhaitent enfanter un peu plus tard, puisqu'elles ont fait des études, elles souhaitent rentrer sur le marché du travail. Donc là aussi. Puis il y a aussi surtout les problèmes financiers, puisque quand on voit le prix de l'immobilier, je prends un exemple, on met un prix à Paris de 10 000 €, vous avez un enfant, vous mettez 10 mètres carrés, ça fait un appartement à 100 000 de plus, et donc voilà. Donc il y a ce type-là, il y a le mode de garde, il y a le coût de la vie, etc. Donc tout cela fait que la natalité, dans une certaine mesure, vient à baisser, et donc ça peut poser de forts déséquilibres macroéconomiques. Quel est le lien entre démographie, croissance démographique et l'idée d'un développement durable, équitable? L'idée est que même si on est en baisse de natalité, la population va croître. Et le grand problème, c'est qu'il faut gérer les ressources pour permettre de façon durable, gérer les ressources de façon durable pour permettre à l'ensemble de la population de vivre décemment et dans des conditions, on va dire, relativement acceptable. Et par exemple, si on regarde la consommation d'eau, de l'énergie, eh bien, elle va pratiquement doubler d'ici 2050. Donc là aussi, ça pose, et on risque d'avoir également, avec les phénomènes notamment climatiques, de la pollution de l'eau. Et or, l'eau est très importante pour la vie humaine. Donc on est, malgré ce ralentissement de la croissance démographique, avec ce vieillissement accéléré, on se retrouve dans une situation un peu malthusienne, quoi. Tout à fait. Alors, tout à fait. Il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, là. Exactement. Malthus disait que la population progressait plus vite que les resubsistances, et donc on tendait vers une certaine pauvreté. Donc lui, il était encore plus radical. Il disait qu'il faut arrêter les aides pour les pauvres, pour éviter de faire des enfants. Et que du coup, eh bien, il y avait la possibilité d'accroître l'importance de la population active, que les femmes pouvaient travailler, et du coup, ça allait pour le mieux, on va dire ça comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour lui, une fécondité qui était relativement basse permettait donc d'augmenter, on va dire, d'apprécier, de pouvoir gérer le manque de ressources avec une croissance de la population. Ça amoindrit l'idée de la pénurie de ressources pour une population exponentielle. Tout à fait. C'est comme si vous avez un gâteau, eh bien, vous mangez moins. Donc c'est vrai, mais bon, après, ça se défend. Bon, quelle
partant de ce constat aujourd'hui, et je vois des scénarios qui sont parfois aussi très divergents sur la démographie, sur des horizons de plusieurs dizaines d'années. Tout le monde n'arrive pas forcément aux mêmes conclusions. Quelles sont les perspectives, vous, là, que vous avez en tête pour l'avenir de la démographie ? J'essaierai de faire, on va dire, mondial et un peu plus français. Ouais. Et en même temps, au niveau mondial, il y aura toujours, du fait de cette inertie, même si le taux de fécondité tend à baisser vers 1,5, comme il se passe en Europe et en Chine, la population mondiale croîtra encore dans quelques décennies, et principalement, ce sera vraisemblablement en Afrique où la natalité est beaucoup plus dynamique. À l'inverse, par contre, les pays développés, donc l'Europe, les États-Unis, verront leur population décroître, et cela pose des problèmes, on va dire, au niveau des finances publiques, du modèle social, et de voir un peu comment gérer tout cela. Oui, c'est un peu le sujet. Enfin, c'est un fil rouge d'ailleurs dans tous les sujets débattus au niveau politique aujourd'hui. Voilà, parce que c'est toujours comme ça. C'est la finance a besoin c'est elle qui met le moteur, de l'essence dans le moteur. Bon, moi je garde en tête ce chiffre, vous parliez de l'Afrique et de la Chine. D'ici la fin du siècle, selon les projections, il y a plus de Nigérians sur la planète que de Chinois. Oui, là. Et donc, possibilité d'expansion, à condition qu'ils aient les moyens de se développer et pouvoir rentrer dans le commerce mondial. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cet éclairage autour de ce sujet passionnant qui est la démographie, et qui mérite plus que jamais qu'on en parle très largement pour évoquer les enjeux économiques également derrière ces questions démographiques. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, que l'on retrouve une fois par mois dans Smart Bourse, le dernier vendredi du mois à 17h45 précisément pour ceux qui nous suivent en direct, mais à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.